Cette machine, j'en ai rêvé pendant des années, et pourtant, elle est presque autant recherchée que détestée maintenant. Parce qu'elle promettait le portable, mais elle livrait surtout du compromis. Salut et bienvenue dans Tech Antique, la chaîne qui dépoussière les technologies anciennes, celles qu'on a presque oubliées, mais qui ont pavé la route de nos machines modernes. Aujourd'hui, je vous présente l'Amstrad PPC. PPC pour Portable Personal Computer. À l'origine, Amstrad c'est du matériel hi-fi. Beaucoup de plastique, beaucoup de marketing et pas grand chose à l'intérieur. Puis en 1984, l'Amstrad CPC 464, ordinateur 8 bits, intégré dans le clavier, avec un lecteur de cassette, un Z80 à 4 MHz et 64 kilo-octets de RAM. Le succès est énorme. Il y a eu ensuite donc les CPC 664, 6128. En 1985, la gamme suivante, l'Amstrad PCW. C'est une machine orientée traitement de texte sous CP/M. L'écran monochrome est intégré. Et en 1986, l'Amstrad PC 1512. Compatible IBM PC avec un processeur 8086 à 8 MHz, sous MS-DOS et beaucoup moins cher que les machines IBM. Sa stratégie était simple, reprendre des standards existants, les simplifier, les vendre moins cher, et Amstrad devient la marque la plus importante en Europe pour les particuliers ou les PME-PMI. Et à la fin des années 80, le nouveau Graal s'appelle portable. À l'époque, on a deux catégories. Les transportables, 15 à 20 kg, écran CRT intégré, souvent monochrome, souvent dans un format grosse valise avec une poignée. Et puis de l'autre côté, les véritables portables, avec donc écran LCD ou à plasma, batterie intégrée, format plus fin, mais le prix était complètement délirant, réservé aux hommes d'affaires riches ou aux passionnés extrêmes, comme par exemple le Toshiba T1100 de 4 kg. Ça tient dans le sac à dos, mais le portefeuille est vide. Amstrad veut un compromis. Résultat, on a une machine de 5 kg dans un format petite valisette et un écran LCD passif STN dit Super Twist, qui est orientable, avec un lecteur 3 pouces et demi de 720 kilo-octets, une alimentation secteur, voiture ou pile, et un prix nettement inférieur à la concurrence des ordinateurs portables, voire même des fixes. Officiellement portable, en réalité un transportable optimisé. Je l'ai découvert en 1995 dans une revue d'informatique. Un PC que je pourrais emporter, compatible MS-DOS, comme le PC XT de mon oncle, là où j'ai appris à utiliser les PC pendant mes vacances. Pour le gamin de 10 ans que j'étais, c'était la promesse d'avoir un PC, d'avoir mon PC, un PC où je pourrais dessiner, programmer, jouer, et je l'ai enfin trouvé en 2018. Et aujourd'hui, il fonctionne. Si je l'avais eu en 1995, peut-être que j'aurais vite compris ses limites, surtout par rapport à mon CPC au niveau de ses capacités graphiques et de son magnifique écran. Donc le voici ici replié, donc version beige pour le PPC 512, grise pour le PPC 640. Donc voilà, ici on voit bien Amstrad en gros avec PPC 512 et indiqué ordinateur portable et non pas transportable. Le clavier qu'on voit ici est impressionnant puisque c'est un clavier de pleine taille qu'on n'avait pas forcément sur tous les PC de l'époque et encore moins sur un PC portable. Logique, ici la taille le permet. On va relever notre écran un peu comme on veut en sachant que l'angle de vue est pas très important. Et ici au milieu, on a quelques trucs sympas, donc là le bouton pour l'allumer ou pas, les LED d'état, le bouton du volume de l'haut-parleur interne et le bouton du contraste de l'écran si on veut y voir quelque chose. Ici, un petit truc pour pouvoir y mettre l'adaptateur allume-cigare ou je sais pas. Sur le côté, le ou les lecteurs disquettes. Ici, j'en ai rajouté un deuxième. Et derrière, c'est là que ça devient intéressant puisqu'on a en fait l'équivalent de ce qu'on avait sur un compatible IBM PC, c'est-à-dire le port série. Malheureusement en 25 pins, ça va me poser problème par la suite pour y brancher une souris puisque j'ai pas d'adaptateur vers le pin. Le port parallèle qui permet de brancher une imprimante, un lecteur de disquette, un scanner, etc. Et enfin la sortie écran qui est une sortie donc CGA, une sortie TTL, donc il faut l'écran adapté, écran qui devient rare de nos jours. Ce n'est pas un écran VGA, ça n'a rien à voir, c'était très commun à l'époque. Et puis ici, les trois façons de l'alimenter, c'est-à-dire avec l'écran Amstrad, donc le gros écran à tube de l'Amstrad PC 1512. Ici, l'adaptateur secteur, donc il y avait l'adaptateur allume-cigale ou le transfo classique. Et derrière, notre vraie alimentation à pile avec 10 piles R14. Oui, 10 piles R14. Bon courage, c'est gros, c'est lourd. Donc bien sûr, on peut le remplacer par
un pack d'AQ R14, ça permet de les recharger et de payer moins cher en batterie, mais bien sûr, il vous faut le chargeur de la taille d'un parpaing qui va avec, parce que pour charger 10 piles R14, autant dire qu'il faut le gros chargeur qui va avec. Ici, vous allez peut-être me demander ce que c'est. Eh bien ici, c'est tout simplement l'emplacement pour pouvoir y brancher le dock externe qui était prévu dans la documentation, qui n'est jamais sorti à l'époque. Certains en ont développé et il en existe, et je crois qu'il existait à l'époque des adaptateurs disques durs pour brancher là-dessus. Et ici, eh bien sur le 640, eh bien vous avez le modem 2400 baud, oui 2400 baud, ce qui était pas mal à l'époque, le cloud version 1987, où vous pouvez envoyer vos documents à l'entreprise, et bien vous le branchiez ici. Là, ici c'est le PPC 512, donc il n'y a pas de modem. Ici, à l'intérieur, on a un processeur NEC V30 à 10 MHz. Techniquement, c'est un clone amélioré du 8086, avec le jeu d'instructions compatible 8086, ceux donc utilisés par les compatibles IBM PC, mais en plus on a des instructions supplémentaires qui sont utilisées par le 80-186 d'Intel, qui lui n'était pas utilisé par les compatibles IBM PC, et il a une meilleure efficacité par cycle, donc il est légèrement plus rapide, et en plus il est aussi compatible avec le vieux 8080, c'est donc le processeur d'Intel d'où s'inspirera le Z80. Ça va permettre peut-être de faire tourner des applications antiques. En pratique, il est souvent légèrement plus rapide qu'un IBM PC XT standard à 477 ou 8 MHz. C'est sûr, il a 10 MHz, mais en plus il est plus efficace. Sa mémoire, eh bien, elle est de 512 kilo-octets pour le PPC 512, comme le nom l'indique, et de 640 kilo-octets pour le PPC 640. Et oui, le nom correspond à la quantité de mémoire. À l'époque, on disait que c'était largement suffisant. En pratique, déjà limite pour certaines applis pro en 1988. Le stockage, eh bien ici, on a un ou deux lecteurs de disquettes 3 pouces et demi, double densité, donc 720 kilo-octets. Voilà, ce genre de disquette. Pas de disque dur d'origine, mais de revendeurs en proposait en option. Graphiquement, il utilise la norme CGA, donc du 320 par 200 en 4 couleurs, 4 niveaux de gris ici sur l'écran, ou alors du 640 par 200 en monochrome. Et là, c'est la définition native de l'écran. Ou alors, il peut émuler le mode MDA, donc de l'IBM PC, le mode texte haute résolution monochrome, mais ça passe mal sur cet écran-là, qui a une définition beaucoup plus petite. Petite anecdote, en tournant cette vidéo, j'ai branché l'alimentation officielle. Ça commence à démarrer, mais ça bip dans tous les sens. Je panique et je mesure au multimètre. Eh bien, j'ai 19 volts au lieu de 13 volts. La notice dit de 9 à 15 volts, donc 19 là, on les dépasse un peu. J'étais donc à deux doigts de griller la machine. Alors, je sais plus si j'ai filmé, si vous me voyez, moi, c'est que je l'ai pas filmé. Je vais pas le refaire pour la griller définitivement, hein. Heureusement, avec une alimentation donc 12 volts propre, eh bien, tout repart et j'ai pu filmer le reste. Sinon, ça ferait 7 ans de projet qui aurait pu s'arrêter là, puisque j'aurais pu griller la carte mère et là, pas grand chose à faire. On l'allume donc cette fois-ci avec la bonne allime. Et on essaye de voir quelque chose. Il n'y a pas de rétroéclairage, le contraste est faible, donc on peut jouer avec le curseur de contraste, mais ça peut être chaud. Il faut bien éclairer l'écran, la rémanence est énorme, donc dès que ça bouge, même une simple commande dire on n'y voit plus grand chose, c'est complètement flou. C'est pire qu'une Game Boy de première génération, et en fait sur la caméra on voit presque mieux qu'en vrai. Heureusement, eh bien, en sortie vidéo, sur une télé, la machine reprend vie, si on veut jouer ou faire des choses qui ont besoin d'animation. Petite astuce, sur la disquette de l'Amstrad, il y a un fichier qui s'appelle lcd.com. N'hésitez pas à le copier sur vos disquettes de jeu, ou sur vos disques durs si vous en avez un. Une fois lancé, avec scroll lock et contrôle, on passe de l'écran LCD à la sortie CGA. Ça va permettre de profiter d'un écran externe. Il existe des adaptateurs CGA vers Péritel que j'ai utilisé ici. A l'origine, il était fourni avec MS-DOS 3.3 et un petit logiciel d'organisation et de bureautique, donc PPC Organizer. Il était vendu aussi avec un logiciel de communication et même d'utilisation du Minitel, donc X3 Télémac ici, pour la France. Avec l'écran LCD sous MS-DOS 3.3, pour de la bureautique, l'Amstrad PPC prend tout son sens. On peut écrire avec Word, faire sa compta sous Lotus 1.2.3 ou Multiplan, programmer en Turbo Pascal sans aucun souci. Je teste ici les versions junior de Word et de Multiplan. Et oui, car les logiciels de Microsoft coûtaient une fortune à l'époque. Et payer un logiciel, le prix de la machine, ça coince un peu, surtout quand on en a besoin de 2 ou 3. Pour ne pas perdre de part de marché, grâce aux machines Amstrad et Tandy aux US, Microsoft sort des versions bridées, suffisantes pour un particulier ou une petite entreprise de ces logiciels phares. Et là, je les teste et je suis étonné de l'ergonomie de ces programmes.
ça me semble largement utilisable. Moi qui ai déjà testé Word 4, j'avais pu l'utiliser quand j'étais petit sur le PC XT de mon oncle, et je dirais même que là, je trouve l'ergonomie de Word Junior quasiment meilleure et plus agréable à utiliser que celle de Word 4. C'est donc une machine parfaite pour un journaliste qui peut emmener sa machine partout, taper ses articles, etc. Un homme d'affaires ou un étudiant, puisqu'elle n'est pas très chère, et il peut faire ses programmes, ses rapports, etc. directement sur cette machine, en la trimballant de l'université à la CTU. Et avec le modem 2400 baud intégré sur certaines versions, on pouvait même envoyer ses fichiers par téléphone à son entreprise. Oui, on a du cloud, version 1987. À sa sortie, il coûtait environ 3000 € actuels. Ça paraît énorme, mais pour un PC compatible IBM portable, c'était presque une bonne affaire. Et en 1990, eh bien on le trouvait à 3990 francs, soit environ 1200 € actuels. Là, c'est clairement une affaire très sérieuse. Pour info, c'est exactement 1200 € que j'ai acheté moi quand je suis parti étudier mon ordinateur portable, qui était légèrement plus puissant puisqu'il s'agissait d'un Pentium 4, mais c'était en 2004. On peut y lancer GEM, l'interface graphique donc qui était beaucoup utilisée dans les années 80 avant la démocratisation de Windows. Oui, c'était utilisé donc sur les compatibles IBM PC, mais aussi sur les Atari ST. C'est pas super pratique sans la souris, mais ça passe. On peut essayer de faire du dessin avec GEMPaint, utiliser GEMWrite et tous les outils GEM en mode interface graphique. Ça passe, que ce soit sur un écran externe que sur l'écran interne. Pour le stockage, eh bien, j'ai modifié le mien. Au lieu du lecteur de disquette, parce que franchement, rien que pour faire la vidéo, j'ai galéré encore une fois à essayer de lire une disquette correctement, elle plantait toutes. Donc, je lui ai mis, comme sur toutes mes autres machines, un Gotek pour remplacer ces disquettes. Et puis, j'ai aussi branché un dock moderne. Donc un dock pour pouvoir mettre des cartes en ISA 8 bits. Car même si il était prévu dans la documentation, ce dock, il n'a jamais été commercialisé par Amstrad. Ce qui me permet de brancher un faux disque dur de 32 mégaoctets. C'était une tuerie pour l'époque d'avoir 32 mégaoctets. Oui, il y avait des disques plus gros, mais là ici, je pars pour le grand public. C'était rare et hyper cher. Je pourrais plus tard aussi y brancher une carte son, comme par exemple une Picogus, mais malheureusement, j'ai pas encore ça en stock et j'en ferai une vidéo quand je l'aurai. Mais j'ai une Pico même et je sais qu'il y a des incompatibilités avec cet adaptateur pour le dock là, pour mettre des cartes et la Pico même. Il y a une petite modif électronique à faire. Mais vu que pour l'instant le reste fonctionne, j'ai assez galéré avec ce PPC là, on va pas s'amuser à essayer de faire une modif électronique sur cette carte là, je lui rajouterai ou une Sound Blaster ou une Picogus un peu plus tard. Pourquoi je lui ai installé cette carte? Parce que tout simplement, Windows pouvait tourner sur ce genre de machine mais il lui fallait un disque dur. Et j'ai appris il y a pas longtemps que Windows 3.0 pouvait tourner sur ce genre de machine, alors que je pensais que c'était réservé à des machines plus récentes. C'était un truc que je voulais voir en vrai. Alors vu que je l'avais, et qu'elle est enfin en état de marche, eh bien, on va le tenter. Et ça fonctionne. C'est fluide, mais c'est moche, avec cette définition-là. Et c'est surtout complètement inutile, parce que Windows y tourne, mais on peut juste faire fonctionner les différents accessoires. Aucune application Windows 3 ne fonctionne sur un compatible PC XT comme celui-là. Donc à part, jouer à Paintbrush et à White, et au solitaire, on est quand même super limité. Mais pour le fun, je suis content d'avoir essayé et ça fonctionne. Même si vous voulez vraiment travailler avec ça, il faut savoir que c'est pas Windows qu'il faut utiliser, mais plutôt GEM ou directement les applications DOS ou les autres OS, puisque j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. Je testerai d'autres OS avec ça. Quand je l'ai acheté, seuls les jeux bootables fonctionnaient. Impossible de démarrer DOS ou un autre système. J'ai en effet testé Minix à ce moment-là, et il y a plein d'autres systèmes que j'aimerais aussi tester, rien ne fonctionnait. Pendant 5 ans, j'ai cherché, vérifier la RAM, le contrôleur floppy, je voyais pas ce qui marchait pas non plus, la ROM. En réalité, c'était juste un souci de nappe à l'intérieur qui était mal inséré et un cavalier qui était mal positionné. Ça a duré, la réparation, une fois que j'ai compris qu'il y avait un problème, ça a duré 5 minutes. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu avant, mais c'était 5 ans de frustration juste pour ça. Quand j'ai compris, j'étais à la fois soulagé et un peu furieux contre moi-même d'avoir acheté des chips pour mettre là-dedans, pour tester et y avoir passé autant de temps pour me rendre compte que c'était si bête. Mais bon, maintenant que ça marche, allez, 5 minutes de relaxation avec des jeux. Pac-Man, par exemple, ou alors Digger. Mais là, sur l'écran LCD, impossible de voir les ennemis. C'est con, parce que c'est compliqué à jouer comme ça. Et puis enfin, on peut démarrer DOS maintenant, ça y est. Donc, je peux tenter Prince of Persia, SimCity,
même si là j'ai pas compris le système de code. Allez 4, Commander Keen, et franchement, même si c'est pas super beau en CGA, ça tourne. Sur l'écran interne, la plupart des jeux c'est quand même sport, pour y voir quelque chose. Par contre, sur une télé, eh bien c'est quand même beaucoup plus agréable, même si on a les couleurs flashy du CGA. Amstrad gérait apparemment une autre palette, mais malheureusement, il n'y a eu quasiment aucun jeu qui utilisait cette palette Amstrad. Alors, le gamin de 10 ans aurait adoré. Celui de 41 ans, moi, maintenant, eh bien il voit cet écran médiocre, son autonomie qui est quand même un poil limitée, bon, surtout comparé à mon MacBook Air M1, l'absence de disque dur, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude maintenant, mais j'étais content de mettre le dock dessus. En 1988, par contre, un compatible IBM à ce prix-là, c'était quand même audacieux, et je pense que beaucoup de gens ont apprécié, même si je vois sur les revues que les gens disent que l'écran est quand même très fatigant à utiliser. Alors c'est sûr, l'Amstrad PPC n'était pas parfait. Il était accessible, et parfois l'histoire ne retient pas les machines les plus puissantes, mais celles qui ont démocratisé l'idée, puisque justement elles étaient beaucoup plus démocratiques. L'Amstrad n'a pas sorti de version 2 de cette machine-là, mais vu qu'on arrivait à faire des choses moins chères un peu plus tard, des portables plus classiques en 1990 sont sortis avec les ALT 286 et ALT 386. Mais bon, je sais pas s'ils sont vraiment recherchés parce qu'en fait, plus rien ne les distingue vraiment maintenant des autres portables compatibles IBM PC. Les PPC n'ont pas été des hits, mais ils ont quand même bien aidé Amstrad alors que les ventes des autres machines s'effondraient en 1989. Apparemment 30 000 PPC ont été vendus, et je sais pas si c'est dans toute l'Europe ou juste en France en 1989. Lord Sugar en parle peu dans ses mémoires, alors que ces machines restent pourtant gravées dans les souvenirs de beaucoup d'étudiants de l'époque. Quelquefois, quand je rencontre quelques-uns de mes abonnés qui sont un peu plus âgés que moi, eh bien ils se souviennent de cette machine-là. Avant de se quitter, je voulais remercier Elgato, qui m'ont envoyé leur dernier prompteur. Je l'utilise justement pour cette vidéo. Même si vous sentez peut-être que je suis encore en train d'apprivoiser la bête, je viens d'un prompteur beaucoup plus basique, un modèle d'entrée de gamme, ça faisait le travail mais c'était souvent instable, pas toujours très lisible et je devais vraiment forcer pour voir correctement mon texte. Là, la différence est nette. La qualité de verre est bien meilleure, la lisibilité est plus confortable, je vois vraiment mieux mon texte sans devoir plisser des yeux, et ça change énormément la fluidité quand on enregistre. Je n'ai plus besoin d'utiliser mon téléphone, bon, sauf là pour vous faire quelques birolles d'illustration. Ici, eh bien, le prompteur, c'est juste un troisième écran pour mon Mac. Et puis l'autre point important aussi, c'est quand même qu'il est beaucoup plus stable. L'autre, il avait tendance à aller d'un côté ou de l'autre, et c'était super chiant. Là, voilà, j'ai mon texte qui est droit. Sur le trépied, donc, l'ensemble semble plus solide, moins de vibrations et moins d'ajustements à faire entre deux prises. Je pense sincèrement aujourd'hui, pour un créateur YouTube qui veut structurer ses vidéos, garder le contact caméra tout en ayant un texte précis. En plus, donc, comme on peut l'utiliser en écran externe, on peut même avoir un retour si votre caméra le permet, en même temps que notre texte, c'est probablement l'une des meilleures solutions disponibles. Alors, c'est sûr que je suis encore en phase d'apprentissage. Là, pour l'instant, j'ai juste mon texte, j'ai pas encore de retour caméra, faut que je regarde chaque fois derrière si ça marche bien. Mais bon, quelques ajustements qu'il va falloir que je fasse. Mais pour les prochaines vidéos, ça va clairement me permettre d'aller plus loin. Donc merci à eux pour leur confiance. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une autre technologie, une machine ancienne, etc. Là, il est possible que je fasse une petite pause sur les 2-3 prochaines semaines. Mais par contre, vu que je vais présenter certaines de mes machines à une petite soirée rétro gaming, donc à Brantôme en Périgord, le 13 mars, et je vais essayer donc de présenter certaines de mes machines qui vont être présentes à ce moment-là. Et donc je vais juste en faire des shorts parce que je pense pas avoir le temps de faire une vidéo complète. Mais bon, voilà ce que j'ai prévu de faire pour les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à Elgato, merci aux membres de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!